Salut les Maniacs du gros son qui tâche, comme promis une petite vidéo spécialement pour vous les Maniacs. Et on repart en 1983, puisque j'avais proposé il y a quelques mois, voire quelques semaines, une première vidéo consacrée à cette année. Voilà, une deuxième salve d'albums sortis en 1983, il doit y en avoir 11. Et j'en oublie encore les Maniacs, c'est vous dire à quel point l'année 83 était une année riche pour notre musique adorée. En 1988, et pour nous accompagner tout au long de cette vidéo, un album déjà évoqué, Hard FM pour les Américains de Prophet sur le label de John Zazula Megaforce, l'album Circle of the Moon, avec le hit single, enfin plutôt un morceau qui aurait pu être un hit single, Sound of a Breaking Heart, une magnifique ballade. Donc bien sûr, voilà, hein, pour les groupes de Hard FM, le but ultime c'est la recherche du refrain parfait, du refrain qui fera mouche et qui atteindra la première place des charts pour en faire un succès. On peut dire que c'est réussi, mais bon, commercialement, ça n'a pas marché hein, pour ce groupe Prophet. Voilà, allez, on repart en 83 avec 11 albums. Oui, Loki, tu m'as l'air bien agacé, bien énervé. Je vais ouvrir au chat. Alors, Loki, t'arrêtes, hein. Donc, 1983, comme vous pouvez le voir tout de suite. Allez, on attaque le premier album. Il s'agit de l'album le plus hard, le plus heavy de Motley Crue, le très célèbre Shout at the Devil avec ses clips Too Young to Fall in Love et surtout Looks That Kill avec une pochette légendaire. En France, ils avaient vendu le truc, l'album le plus hard de l'année 83 avec un sticker en jaune, je me souviens. Ça m'avait convaincu, mais bon, je n'avais pas de sous pour acheter le disque, hein, de toute façon. J'ai dû attendre Theater of Pain, soit pas la meilleure période du groupe pour découvrir vraiment le groupe. Nikki Sixx, Vince Neil, Mick Mars et Tommy Lee. C'est dommage d'avoir découvert le groupe avec leur plus mauvais disque, parce que celui-là, c'est leur meilleur, produit par Tom Werman, et puis bien sûr l'album qui allait les faire entrer dans la légende, avec la tournée qui suit, la tournée qui va bien, en compagnie d'Ozzy Osbourne, pour l'Amérique et le Canada, et puis leur première apparition en Europe, et notamment au festival de Castle Donington. Ils étaient prévus en première partie d'ACDC en France, et malheureusement, eh bien, on a trouvé une vilaine excuse pour expliquer leur non-venue. Bon, c'est pas grave, ils sont venus quelques semaines après avec Iron Maiden, mais beaucoup de monde souhaitait les voir en première partie d'ACDC à Bercy. Et du coup, les spectateurs ont eu droit à Erase en remplacement avec le futur Mama's Boys au chant et le batteur, le fils de John Bonham, Jason Bonham, donc qui faisait partie de Erase. Ça s'était pas très bien passé pour eux. Ouais, bah oui. Allez, on continue. UFO. Premier semestre 83 pour cet album avec Neil Carter à la basse et au clavier qui remplace donc le dissident Pete Way qui en était parti former Fastway avec Fast Eddie Clarke. Bon, ça n'a pas duré. Paul Chapman est à la guitare et puis bien sûr Andy Parker, le très fidèle Andy Parker à la batterie et Phil Mogg au chant pour ce Making Contact. Superbe album de hard rock mélodique avec deux titres qui commencent, Blinded by a Lie et Diesel in the Dust, et deux magnifiques morceaux. Que dire de plus? C'est l'album de la fin pour UFO, même s'ils allaient revenir quelques années après, et plus exactement en 1985 avec Miss Demeanor. Bon, c'était leur dernier album, dernière tournée avec Billy Sheehan en dépannage à la basse. Et pourtant, c'est vraiment un bel album. Hein. Bon, album qu'on ne présente plus, bien sûr, le Peace of Mind d'Iron Maiden. C'est la raison pour laquelle je propose un deuxième volume, hein, parce qu'on m'aurait dit oh, t'as oublié le Maiden, c'est vraiment un crime de lèse-majesté. Bah oui, mais il y a tellement de bons disques avec le Gatefold légendaire et l'apparition
de Derek Riggs et Martin Birch. Respectivement illustrateur et producteur, Martin Birch bien sûr, Peace of Mind. Premier album avec Nico McBrain, donc je ne sais pas les Maniacs, ceux qui ont découvert Maiden avec Clive Burr, et qui ont vu l'évolution du groupe, qu'est-ce que ça a donné avec Nico McBrain à la batterie. Bon, personnellement j'étais un peu déçu, même si je découvrais vraiment Iron Maiden avec ce disque, mais je ne retrouvais pas l'énergie que j'avais entendue sur un titre comme Prowler par exemple, ou Woman in Uniform. Bon, bien sûr maintenant depuis c'est un de mes favoris. Mais Nico McBrain, il convenait mieux à Trust, je pense. Allez, l'unique album de Black Sabbath avec l'ex Deep Purple, Ian Gillan, qui allait rejoindre de nouveau un Deep Purple reformé l'année suivante. Born Again, album très décrié, très critiqué de par sa pochette, de par la production. Depuis, eh bien, comme on dit dans le jargon, il a été réhabilité. Cannibal Corpse a fait une reprise d'ailleurs du Zero the Hero. Et donc, voilà, unique album avec Ian Gillan et bien sûr Geezer Butler, Tony Iommi et Bill Ward sont bien présents. Bill Ward n'allait pas être là pour la tournée européenne, remplacé par l'ex-Hello Bev Bevan. Un immense classique évoqué dans le dernier Rock Hard. Il est là le Rock Hard? Oui, il est là. Je vais aller le chercher, les Maniacs. Le Balls to the Walls d'Accept, produit par Michael Wagner, avec bien sûr le clip le plus célèbre, ou un des plus célèbres de l'histoire du hard rock, le fameux Balls to the Wall, où on apprend d'ailleurs que les fans ne sont autres que les fans du fan club de Iron Maiden, des membres du fan club d'Iron Maiden. On les voit sur le clip de Balls to the Wall. J'arrive de suite, les Maniacs. Voilà, dans le dernier Rock Hard, avec Danny Fields en couverture. Il y a un super dossier consacré à la genèse de cet album, Balls to the Wall. Et donc, avec des photos d'époque. Regardez-moi ça, magnifique. Magnifique, magnifique. C'est certainement une photo du groupe Backstage à Donington en 84, où figurait d'ailleurs Motley Crue. Gary Moore, dont l'album Victims of the Future n'est pas dans la liste de cette année 83, mais aurait mérité d'y être. Et donc on apprend que sur le clip de Balls to the Wall, ce sont les membres du fan club d'Iron Maiden qui font la figuration. Mais limiter ce disque au seul morceau titre, ça serait quand même un crime. Parce qu'il y a d'autres super titres, London Leather Boys, Love Child, que d'autres aussi. Un morceau que j'avais entendu en live pour la toute première fois. Head Over Heels sur le mini LP Kaizo Kuban. À l'époque, quand un membre quittait un groupe, il ne tardait pas à refaire surface. C'est le cas de Fast Eddie Clarke, donc sans Pete Way qui allait former Wasted, mais avec Dave King au chant. Premier album produit par Eddie Kramer, avec le très célèbre Say What You Will, super morceau de hard rock. Nouvelle orientation musicale pour Fast Eddie Clarke, moins brutal, moins brut de décoffrage qu'un Motorhead, mais tout aussi bon, hein, vraiment. Excellent album. Le bisou qui fait son grand retour et démasqué s'il vous plaît. Lick It Up, ça c'était vraiment l'événement de la rentrée 83, le Kiss démasqué pour un nouvel album et une tournée européenne. Eric Carr, Gene Simmons, Paul Stanley et Vinnie Vincent pour cet album produit par Michael James Jackson, qui avait également œuvré sur le Creatures of the Night. Et un super album bien ancré dans son époque. Kiss, c'est un peu les girouettes, hein, ils ont toujours surfé sur les vagues et avec plus ou moins de succès, mais bon, à l'époque c'était réussi.
Exciter, le titre Leg It Up, Young and Wasted, le speed Gimme More. Excellent album et qui sonne vraiment années 80 avec ce disque. Allez, on continue parce qu'il y en a encore, et ouais, il y en a un paquet. Saxon avec son Power and the Glory, produit par Jeff Glicksman, qui a produit notamment le Odyssey de Yngwie Malmsteen Rising Force. Et pour beaucoup, c'est le début de la fin de Saxon. Pourtant, c'est un super album avec Nigel Glockler qui effectue son premier album studio avec Saxon, puisqu'il n'avait enregistré que le live Eagle Has Landed, sorti l'auparavant. Et donc, il y a des super albums, des super morceaux, Warrior, Redline, le titre Power and the Glory, Eastern Rocks, vraiment très très bon album de heavy metal, ouais. Album où je ne sais pas pourquoi, un peu incompris, mais depuis les fans l'adorent ce disque. Album hyper important, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que Saxon a perdu en popularité avec l'arrivée de tous ces groupes US, et notamment de Slayer bien sûr. Leur premier album Show No Mercy, qui succède à la compile Metal Massacre, où le groupe nous avait offert comme carte de visite le Aggressive Perfector. Et bien sûr, c'est l'album de Black Magic, The Antichrist, Evil Has No Boundaries. Voilà. Et un Slayer légèrement maquillé à l'époque, venant de Los Angeles. Ils se maquillaient avant de monter sur scène. Et quand ils sont arrivés à Frisco, la patrie des Exodus, Megadeth et compagnie, eh bien, le public leur a fait comprendre qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir de make-up pour être evil. Et donc, entre les morceaux, ils disaient plus de make-up, no more make-up, no more make-up. Et donc, du coup, ils ont suivi un peu les instructions du public. Et la date suivante, ils n'avaient pas de maquillage comme là, Kerry King. Mais bon, vous connaissez tous ces photos légendaires. Hein. Avant-dernier album, multiplatine, le Def Leppard, Photographe, extrait donc de cet album. Pyromania, je parle de Photographe parce que c'est le premier single et ça a été un gros hit aux États-Unis et même en France, on pouvait l'entendre sur les radios FM. Produit par Mutt Lange, donc l'album de Photographe, mais aussi de Billy's Got a Gun, Rock of Ages, Too Late for Love, leur dernier grand disque, et un Rick Allen avec ses deux bras. Et enfin, dernier album pour cette sélection consacrée à l'année 83, le premier EP de Armored Saint sur Metal Blade. EP 3 titres, Lesson Well Learned, False Alarm et On the Way, pour ce 3 titres auto-intitulés. Avec une superbe photo, John Bush, le futur Anthrax. Dave Pritchard qui nous a quittés. Il est où le bassiste? Je pense que c'est lui. Joey Vera. Ça reste Joey Vera? Carte de visite, et puis bien sûr avec ce disque le groupe allait obtenir un cadeau empoisonné. La major Chrysalis allait leur proposer un contrat qui allait leur permettre de sortir l'année suivante March of the Saint, Raising Fear en 85, non, Delirious Nomad en 85, et en 87 Raising Fear, mais le groupe n'a pas été supporté comme il se doit par son label. Dans leur style heavy metal européen, l'Europe c'était vraiment la terre promise pour Armored Saint, et Chrysalis n'a jamais été capable de les emmener en Europe. Ils étaient pourtant prévus en 86 en tournée européenne avec Metallica, mais ça ne s'était pas fait, c'était Anthrax qui avait obtenu le deal. Donc voilà, Armored Saint qui avait une bonne destinée, mais qui n'a pas été soutenu par son label, et ça a tout foiré. Ok les Maniacs, je pense vous avoir tout dit.
pour cette année 83. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis n'hésitez pas à commenter, à laisser vos pouces, liker ma page YouTube, ma chaîne YouTube Bruno Iron Alford. On est plus de 1000 à être sur cette page, donc c'est cool, quoi. Merci à vous les maniacs, à très vite. Ciao.